Bonjour, bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. Jean-Sébastien Drouin, c'est mon invité de ce jeudi. Chez Agora, l'auteur de la trilogie de fantaisie québécoise La Loi du Poignard. Jean-Sébastien Drouin est passionné par les fictions qui surprennent et divertissent. Il consacre une grande partie de son temps à l'écriture d'histoires imaginatives et riches en couleurs. Son premier roman, La Voix de l'apprenti, paru en 2023, a été récompensé par le prix Aurora Boréal 2024 dans la catégorie Meilleur roman. Le deuxième tome, Le Tourment des rois, est sorti en 2024. Le dernier tome de la trilogie est prévu pour 2025. On va s'en parler avec notre invité de ce jeudi, Jean-Sébastien Drouin. Bienvenue chez Agora. Merci. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Je vous en prie, on va commencer par parler des genres littéraires qui vous passionnent. Alors, d'après ce que je vois, donc si ce n'est pas le polar, c'est plus la fantaisie. Je pense que vous avez plus une passion pour le roman de fantaisie. Voulez-vous nous en dire plus à ce niveau? Ah oui, bien sûr, évidemment, j'adore la fantaisie. C'est mon premier amour en littérature, en fait. Là, c'est clairement ce qui m'a donné le goût à la lecture quand j'étais plus jeune et puis ensuite à l'écriture. Donc, oui, j'ai lu énormément de classiques du genre, autant les incontournables comme des trucs moins connus. Donc, depuis mon adolescence, la fantaisie est un peu omniprésente, en fait, dans ma vie, là, que ce soit par mes lectures ou au niveau des jeux de rôle ou la musique que j'écoute. Bref, j'aime beaucoup me bercer dans cet univers-là. C'est drôle à dire, mais c'est un peu apaisant pour moi là, de baigner dans la fantaisie un peu constamment. Oui, oui. Mais j'avoue, ouais, c'est pas le seul genre littéraire qui me passionne. En fait, je lis de tout, en fait, là, mais je me limite pas à la fantaisie. J'essaie d'aller chercher un petit peu dans tous les genres. Je suis un lecteur qui décortique beaucoup, là, je relis les phrases. Je me demande pourquoi telle ou telle phrase m'a plus accroché que d'autres. Donc, je suis pas du tout un lecteur qui lit en diagonale fantasy ou autre, là. Mais bref, tous les genres ont le potentiel de me plaire, là. J'aime beaucoup les histoires qui sortent des codes, là. J'aime être Sortent des surpris. codes. Mhm. Oui, Mhm. j'aime beaucoup être surpris. J'aime les choses, les lectures différentes, un petit peu les histoires avec leur propre voix. J'aime aller chercher ça pour m'inspirer pour mes propres récits, évidemment, là, mes Très propres... bien. Excellent. Alors, bon, parlons de votre livre, là, La Voix de l'apprenti. Bon, il y a une note écrite là à la fin. Il s'inspire de le Medieval Fantasy ou Medfan, qui est une catégorie de fantasy dans laquelle les histoires se déroulent dans un univers médiéval européen. Alors, c'est fascinant. Pourquoi le choix de s'inspirer justement de l'âge ou du Moyen Âge historique? Qu'est-ce qui vous fascine dans cette partie de notre histoire, de notre époque? Euh, je pense que la médiéval fantasy, c'est un genre qui plaît beaucoup parce que c'est un genre qui fait rêver d'aventures de toutes sortes, là. Je pense que c'est une époque où il y a beaucoup de mystères, de légendes qui entourent cette partie de l'histoire. Donc, je pas pour rien qu'il y en a autant. On est tous un peu touchés à un moment ou à un autre, je crois, par la fantaisie du genre, là, que ce soit par les séries qui sortent, par les films, par les jeux de rôle, les jeux vidéo. Bref, c'est un style qui voit grand, hein. Dans la littérature, par exemple, on est souvent dans des grands espaces, avec beaucoup de nature, avec des personnages aux valeurs plus grandes que nature. Là, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça me plaît autant. Il y a une distance aussi avec la vraie vie, hein. C'est souvent Oui. des mondes avec de la magie, des mondes où on peut être à peu près n'importe quoi, les lois sont un peu plus rigides. Donc, au niveau de mon écriture, moi, ça me permet d'aller un peu plus loin peut-être. Je m'explique, si j'écris par exemple une scène de combat Mhm. avec deux personnages en armure lourde avec des épées qui s'en vont se battre, Mhm. je pense que je peux aller un petit peu plus loin que si j'aurais à écrire, par exemple, un combat à la sortie d'un port, par exemple. Dans la fantasy, ça reste fictif, hein. C'est un monde à part, c'est pas tangible. Donc, ça permet de transmettre au lecteur peut-être un petit frisson d'aventure, une tension qui apporte les Oui. grands dangers, les enjeux de vie ou de mort même, en Mhm. gardant tout ça relativement léger comparé à d'autres styles, là. Donc, Oui. voilà, c'est vraiment une C'est époque ça, là, définitivement.
Exactement. C'est bien aussi de sortir de ce qui est commun, d'aller carrément vers l'original. Mais justement, à la lecture de ce livre, on dirait que c'est un roman dystopique qui représente la société de manière, je veux dire, sombre, dangereuse. C'est quoi le rapport avec notre société contemporaine? Je peux comprendre qu'il y a un côté fictif, mais est-ce que c'est un choix, justement un choix d'écrire comme ça, de représenter les points communs peut-être entre cet âge et notre société contemporaine? Oui, définitivement. Je ne sais pas si c'est un choix conscient au premier jet. Définitivement qu'il y a des liens à faire. Si j'avais un parallèle à faire déjà, ce serait peut-être la tendance des nations les plus fortes à les nations au pouvoir d'abuser des plus faibles, qui est un thème assez Oui, récurrent, je crois. Effectivement. Sinon, peut-être la tendance à chercher des solutions aux problèmes du moment au lieu d'en altérer la cause. C'est peut-être quelque chose qui est partagé avec mon monde fictif, là. Dans mon roman, par exemple, la loi du poignard est adoptée parce que suite aux guerres puis aux conflits, ça a été trop violent, donc il y a eu trop de morts parmi les habitants des royaumes. Donc les souverains se mettent d'accord pour interdire le port des armes, dissoudre les armées qu'on remplace par un seul champion, donc un combattant oui, d'élite, le poignard, qui est en fait un esclave, qui devra se battre à mort pour régler les différents politiques qu'il ne connaît même pas. Donc, en fait, on règle un problème, on remplace la violence à grande échelle par moins de violence, mais par de la violence quand même. Ce n'est pas une vraie solution. Il y a beaucoup de failles dans leur raisonnement quand même. oui, Failles qui sont parfois exploitées justement dans la trilogie, là. Il y a d'ailleurs un passage dans le deuxième tome où une reine propose de remplacer la loi du poignard par la diplomatie, qui oui. selon elle, est la solution moderne, bien moins barbare, puis on lui rit presque au nez. Donc, c'est beaucoup ça, là, des problèmes complexes avec des fausses solutions. Je pense qu'il y aurait peut-être un lien à faire. Mais tout ça étant dit, évidemment, moi, quand j'écris de la fantaisie, mon but, c'est plutôt de faire, avant tout, de faire lire les jeunes, puis de faire prendre une pause peut-être de notre vrai monde à ceux qui plongent dans mes aventures, là. Oui. Donc, évidemment qu'il y a des liens à faire, autant que faire se peut, mais j'essaie de les plonger dans autre chose. Oui, exactement. Et puis de tirer ces moralités. Je trouve ça très intéressant, justement, d'aller puiser, de s'inspirer aussi d'un autre âge pour voir à quel point les moralités de l'époque peuvent aussi, hein, n'est-ce pas, servir notre époque quelque part. Alors, une pause et on revient, mesdames et messieurs. J'accueille Jean-Sébastien Drouin, auteur de la voix, auteur du roman La loi de l'apprenti. Et puis du roman qui a été récipiendaire du prix Aurora Boréal 2024, La voix de l'apprenti, excusez-moi. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec. On parle littérature, on parle roman fantasy. La voix de l'apprenti, son auteur est avec nous, Jean-Sébastien Drouin. Ce roman a été récompensé en 2023 par le prix Aurora Boréal 2024, publié chez Luxenox. Il faudrait mentionner ça. Bon, on va continuer avec vous, Monsieur Drouin. Quelques personnages. Lucinda Bravan, Mm-hmm. euh, qui annonce de prime abord aux gens que celui ou celle d'entre vous qui sera encore en vie à la fin de l'année deviendra l'apprenti du champion gravé pique. Alors, comment faudrait-il comprendre le sens de l'apprenti, justement, dans ce contexte? Oui, donc effectivement, le jeune garçon qui réussit à survivre aux épreuves devient l'apprenti poignard. Dans le fond, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le titre que l'on donne au champion du royaume, donc le seul qui est autorisé à porter les armes et qui a le devoir de combattre. Donc, il est destiné, il est voué à une vie d'apprentissage de qu'est-ce que c'est qu'être un poignard. C'est un fardeau immense à déposer sur les épaules Mhm. d'un garçon. Le terme apprenti rappelle constamment qu'il a encore beaucoup à apprendre, malgré qu'il pense peut-être au début du roman, quand il a terminé les épreuves initiales, être tiré d'affaire. C'est tout le contraire, là. On découvre au fil des pages que son calvaire fait juste commencer un peu. Puis c'est au travers de ça qu'il va se forger une personnalité. Apprenti aussi parce qu'il ne connaît rien, en fait, du monde dans lequel il est plongé. Mhm. Euh, Il c'est apprend. pas pour rien que
C'est ça, exactement. Puis c'est pas pour rien que c'est au travers de ses yeux que les lecteurs, on découvre le monde des royaumes, parce que comme lui, on connaît rien au début, on partage un peu sa confusion, puis on découvre les lois du monde en même temps que le personnage principal. Euh, voilà, donc Excellent. comme je l'ai dit, c'est ça exactement. Parfait. Et de tous les enfants capturés, le narrateur devient, après plusieurs combats, l'apprenti de Jefferné du Vent. Là, je pense qu'il y a une très belle créativité aussi à propos des appellations. Puis, cette démonstration, dans le fond, elle devrait mener quelque part au poignard. Je pense que peut-être Oui, il ne faudrait pas se tromper justement de conception, mais comment faudrait-il comprendre et assimiler la symbolique du poignard dans ce roman? ah, OK. Pour moi, il y a plusieurs significations avec le poignard. Premièrement, c'est l'arme blanche, définitivement. Donc, c'est le titre qu'on donne aux combattants. C'est pas pour rien que les champions des royaumes, ils se font appeler des poignards, hein. C'est un objet, c'est Mhm. un peu pour leur enlever leur humanité. Ils Oui, deviennent littéralement les armes des rois, celles qui ont pas de portée, qui se matérialisent au travers de ces esclaves-là. Donc, euh, le poignard, c'est aussi le couteau à double tranchant. Donc, je pense que c'est important de le souligner parce que ça revient plusieurs fois dans mes livres, mais dès qu'il est question de manier une arme, il y a un danger. Autant pour les autres que pour celui qui tient une arme. Une arme, c'est dangereux, peu importe le contexte. Quand j'écris, c'est quelque chose que je veux qu'il soit clair et net. Euh, et puis, c'est pas pour rien que j'ai utilisé le mot poignard non plus. Je pense que ça n'aurait pas eu la même connotation si j'avais écrit la loi du glaive ou la loi de l'épée, par exemple, où il y a peut-être un sous-entendu un peu plus noble ou héroïque oui. avec ces armes-là. Tandis qu'avec un poignard, il y a quelque chose de perfide, de mesquin. C'est Mhm. l'arme des assassins. C'est pas pour rien qu'on dit poignarder dans le dos, là. Donc là aussi, il y a probablement une petite symbolique intéressante à explorer, là. Donc, ce tome-là, c'est réellement la confrontation entre le chemin qu'on a tracé pour le personnage principal versus son chemin à lui qui va devoir se trouver au travers de tout ça malgré tout ce qu'on impose. Comme ça. Oui, puis ces personnages-là qui revient. Donc, on a Miranda, l'ami de Selm qui s'appelle Brachai, etc. Donc, on a comme l'impression que tous ces personnages, ou bien ils tentent de refléter quelque part le visage du poignard. Est-ce justement une tentation, une tentative d'aller vers la noblesse, vers le courage, plutôt que vers la force ou vers l'excellence, d'être le premier en tout, là? Oui, je pense que définitivement, certains poignards dans le livre, effectivement, comme Miranda, vous l'avez mentionné, euh, acceptent complètement leur nouveau rôle, en fait, et puis c'est leur façon, comme vous dites, d'accéder peut-être à une certaine noblesse, à un certain amour-propre, tandis que d'autres, au contraire, vont passer leur vie à avoir difficulté à accepter le rôle qu'on leur a imposé comme ça, là. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup, ça joue beaucoup avec ces relations-là. Il y a les relations aussi avec Brachai et Selm, comme vous dites. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans ces relations-là qui peut être parfois perçu comme une faiblesse. Selon moi, c'est tout le contraire. C'est peut-être un tour de force des rois et des reines du royaume de faire croire que l'amour est une faiblesse. Euh, Par exemple, le roi Albert Tréguillon, qui est celui qui prétend le plus fort que l'amour pour un poignard, c'est une faiblesse à exploiter. Il est très conscient que c'est faux, là. Il l'admettra jamais, mais pour lui, empêcher ses poignards de vivre des relations, c'est sa façon de les isoler et de s'assurer de leur fidélité absolue un peu, là. Donc, je pense qu'il est très conscient que l'humain a cette capacité de puiser des forces dans ses relations, amoureuses ou autres. C'est pour cette raison qu'il les interdit. Donc, Oui. voilà, oui. C'est ça. Et puis ces personnages-là, parce que là, on parle de l'apprenti à chaque fois, là, c'est comme s'ils gravissent une échelle, un stade quelque part. Mais quelque part, est-ce que c'est pas aussi l'apprentissage de la vie, hein? Parce que là, ils doivent franchir des épreuves. C'est l'apprentissage de la vie. C'est comme ça que vous le voyez? Effectivement. Écoutez, moi, j'aime dire que j'écris pour tout le monde, mais j'ai toujours les plus jeunes en tête quand j'écris. Euh, je pense à ce que je lisais à cette époque, à cette époque-là, et puis je pense que c'est une époque un peu plus difficile, le début de l'adolescence, où est-ce qu'on cherche un peu, et puis souvent, on a des influences extérieures, beaucoup d'influences extérieures, peut-être qui ont des fois des chemins tout tracés pour nous. Donc, c'est un peu ça, l'histoire que j'ai essayé de raconter, c'est comment trouver sa propre voie, son propre chemin,
malgré les influences externes, malgré tout ce qu'on peut essayer d'imposer comme fardeau ou autre sur nos épaules, OK. essayer de prendre ces décisions un petit peu, là. Oui, oui, c'est pour ça qu'ils apprennent justement. Tout cheminement permet d'apprendre justement ce qu'on ne sait pas dans la vie, dans la vraie vie, même dans la vie fictive, hein. Donc un cheminement est nécessaire. J'accueille, mesdames et Exact. messieurs, Jean-Sébastien Drouin. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, on parle littérature, littérature de fantaisie. Il faut le dire comme ça, là, parce que là, c'est ciblé. Jean-Sébastien Drouin est mon invité. C'est un auteur de la maison d'édition Luxenox, un auteur qui a été récipiendaire d'un titre, le prix Aurora Boréal 2024, pour son roman La Voix de l'apprenti. On va en parler en détail, mais là, je vais vous inviter, Jean-Sébastien Drouin, à bien vouloir nous lire un extrait de ce roman, si vous le voulez bien. C'est à vous. Avec plaisir, donc. Le début. Ils nous avaient rassemblés, effrayés et grelottant les uns contre les autres. Nous étions plus d'une centaine. J'étais perdu, je n'y comprenais rien. J'espérais encore voir apparaître mon père, ma mère. J'ignorais que mon petit univers s'était fait entièrement engloutir par un autre. Un univers cauchemardesque dans lequel rôdait constamment Dame la mort, noire et poisseuse, et que le nombre d'enfants que nous étions s'apprêtait à fondre comme neige au soleil. Les gardes nous avaient réunis sur une des grandes cours extérieures de Gravépic. Je ne connaissais rien de cette citadelle de pierre construite sur la ligne, hormis son nom récemment prononcé par les gardes. Je connaissais aussi ses cachots, une succession de cages sombres et gelées dans lesquelles moi et les autres enfants en provenance de l'autre côté des murs avions passé les dernières semaines. Terrifié et recroquevillé dans les ombres, j'avais vu notre nombre grandir. Le ciel s'offrait à moi pour la première fois depuis qu'on m'avait fait prisonnier. Lorsque l'on m'avait pris, on m'avait placé un morceau de tissu au-dessus de ma tête. Ensuite, je n'avais eu droit qu'à la pierre grise de ma cellule. Enfin, je retrouvais le grand air. Le ciel nocturne était saupoudré d'étoiles scintillantes. J'aurais pu m'en réjouir, n'eût été de ce froid terrible qui grattait ma peau jusqu'à s'y infiltrer pour congeler mes os. Alors, magnifique narration. C'est l'impression que j'ai eue justement à la lecture de ce roman, c'est qu'il y a des thématiques, l'éclatement de la famille, ce qui est identitaire, ce qui est émotionnel. Je pense que c'est ce que vous avez essayé de mettre dans ce roman. Oui, définitivement. C'est venu de façon assez naturelle, je pense. J'ai essayé de mettre des conflits qui allaient toucher peut-être un petit peu plus la jeunesse, là, Exact. pour qu'ils puissent se retrouver au travers des personnages qui vivent parfois des choses un petit peu plus difficiles, même si des fois ça reste très différent de notre réalité. Juste de lire certains passages où est-ce que les personnages traversent des épreuves, les personnages de leur âge même parfois, donc ça peut venir les chercher peut-être, puis leur donner un petit coup de pouce, qui sait. Oui, oui, exactement. Pour le cheminement de chacun et pour, n'est-ce pas, la vie de chacun, ça peut parler aux gens, ça peut parler vraiment aux gens qui liraient justement ce roman. On va parler de ce prix, Aurora Boréal 2024, meilleur roman. C'est quelque chose, hein? Je vous laisserai commenter. Ah ben oui, ben c'est une très belle expérience. Écoutez, je suis extrêmement reconnaissant. Je viens de Québec, moi, donc le jour de la remise du prix, je suis descendu avec Montréal avec un ami. Et puis j'ai été superbement reçu par les gens et les organisateurs du Congrès boréal. Tous les gens là-bas étaient super sympathiques. Je me souviens, c'est quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'avait annoncé que mon roman avait été nominé. J'ai été Ah, très surpris. Ouais. Puis ensuite, quand je suis allé au Congrès en me disant que c'était déjà super que quelqu'un m'ait nominé, que mon roman ait reçu assez de votes pour être finaliste, c'était surréel. Et puis quand j'ai gagné, écoutez, je suis allé bafouiller des remerciements en avant qui n'étaient définitivement pas à la hauteur de ce que je ressentais. J'étais un peu sous le choc. Et puis je suis pas très à l'aise de parler en public, là, mais oui, c'est une belle preuve d'amour des lecteurs. Et puis je les remercierai jamais assez de prendre de leur précieux temps pour plonger dans l'aventure que je leur propose avec mes romans, là. Euh, Vous savez, écrire, c'est souvent un travail très solitaire. Et puis de temps en temps, d'avoir une petite tape dans le dos du monde extérieur, comme avec le prix Aurora Boréal, ou même comme vous aujourd'hui, qui prenez de votre temps pour discuter avec moi d'un sujet qui nous passionne, là, c'est des choses qui font chaud au cœur, puis qui nous rappellent que l'écriture, c'est un échange, un partage. Et puis exact. à chaque fois que quelqu'un vient discuter, là, ça me va droit au cœur. Donc je suis très, très heureux et très reconnaissant.
gagné. Exactement. On va mentionner aussi le beau travail de la maison d'édition Luxenox. Je pense que c'est le premier prix de cette maison d'édition qui fait un bon travail, qui chemine bien, n'est-ce pas? Oui, oui, je suis très fier de faire partie de la maison d'édition Luxenox. C'est une super belle maison d'édition. Et puis, j'ai des belles relations avec l'éditrice Maëlys et puis avec Maëlys, les qu'on autres salue. auteurs. Oui, tout à fait. Exactement, Maëlys, qui est déjà passé chez nous à Agora, chez ICI Télévision. Là, on va le répéter, c'est un roman qui est récipiendaire de ce prix-là, prix Aurora Boréal 2024. Là, je vais vous laisser nous préciser, parce que là, c'est des projets d'écriture qui s'en viennent, là, on s'en est parlé. Au début, le deuxième tome, Le Tourment des Rois, est-ce il est sorti ou bien en voie de sortir en 2024, puis le dernier tome de la trilogie prévu pour 2025. Vous avez 2 minutes pour nous parler de ça. Donc, oui, effectivement, le deuxième tome est sorti. Il est sorti cet automne, cette année. Et puis, le prochain roman qui va sortir en 2025, qui devrait sortir en 2025. Donc, l'écriture est terminée. Il reste encore quelques étapes au travers, mais j'ai travaillé très fort là-dessus. Là. Je voulais offrir une conclusion magnifique qui surprend idéalement. J'espère que ça va être le meilleur de la trilogie, hein, donc on espère toujours s'améliorer. Donc j'ai très hâte que les gens découvrent la fin de cette histoire. Très content du résultat. Oui, voilà, c'est la fin de cette trilogie. Puis le dernier tome, c'est toujours le résultat, là, quelque part, comme vous venez de dire. Puis une trilogie, c'est une saga, hein, quelque part. Là. Vous avez eu le sentiment de mener une saga avec ce roman? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai eu l'impression de raconter toute l'histoire que je voulais raconter. La maison d'édition Luxenox et Maëlys qui m'ont permis de le faire à ma façon. Donc, et puis en plus pour la fantasy, vous savez, je suis très, très heureux d'avoir pu écrire cette trilogie-là. Je pense qu'il y a quelque chose de très riche d'aller chercher dans la fantasy. Donc, j'ai terminé cette histoire-là, mais tant et aussi longtemps que Luxenox va vouloir de moi, je vais reproposer mes histoires, c'est certain. Je suis très content d'avoir pu partager cette histoire-là avec les lecteurs. Là. Ensuite, pour ce qui est de la suite, écoutez, moi, je suis passionné par la fantaisie, oui, mais par aussi le processus de l'écriture, hein, par l'envie de devenir meilleur dans ce que je fais. Donc, c'est certain que je vais essayer d'autres choses, tenter d'autres styles, mais je vais toujours revenir à la fantaisie, ça, c'est certain, certain. Là. J'ai toutes C'est sortes certain. d'histoires dans ma Oui. tête, là, c'est comme un petit barrage de tétard. Donc, dès qu'il y a une histoire que j'ai l'impression que ça vaut le coup que j'y plonge, je vais y porter mon attention. Là. Oui, très, très content d'avoir terminé cette trilogie-là. Puis, j'espère terminer sur une bonne note. Quelque chose de très Excellent. fort. Excellent. Jean-Sébastien Drouin était mon invité aujourd'hui chez Agora, ici Télévision, Montréal, Québec. Merci, Monsieur Drouin, d'avoir accepté justement de venir nous parler de ce roman. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis, Kamal Merci. Benkiran avec vous, je vous en prie. Prochain rendez-vous, jeudi prochain, toujours à 15h30, chez Agora, ici Télévision. Portez-vous bien. Au revoir.